vous plaît, on se met à genoux. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ces richesses de ne pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez toutes les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. 12 octobre 2005, nous sommes au Soudan, à Khartoum. La Côte d'Ivoire vient d'écrire l'histoire. Pour la première fois, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Dans le vestiaire, l'ambiance est électrique. Les joueurs chantent, sautent, dansent et arrosent la pièce de champagne. Tout un pays attend leur réaction. Au milieu de l'euphorie, Didier Drogba prend le micro. Il s'agenouille devant les caméras et d'une voix grave lâche des mots qui vont marquer toute l'histoire. Dans les rues d'Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro, l'image est diffusée partout. Les télévisions s'arrêtent, les gens écoutent. En pleine guerre civile, une voix s'élève, non pas celle d'un homme politique, mais celle d'un footballeur. Mais derrière cette scène, il y a une réalité bien plus grande. Didier Drogba et Kolo Touré ont compris que le football est la seule chose qui unit encore les Ivoiriens. Elle peut être un espoir, un message ou une voix pour la paix. Mais un discours dans un vestiaire peut-il réellement arrêter la guerre ? Et si ce match en 2005 était le début d'une action encore plus grande? Retour sur l'histoire de la première qualification des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Likez et abonnez-vous. Pourquoi j'ai fait ça? Likez et abonnez-vous. En 2002, la Côte d'Ivoire bascule dans l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Une tentative de coup d'État contre le président Laurent Gbagbo dégénère en guerre civile. Très vite, le pays est coupé en deux. Au sud, le gouvernement contrôle Abidjan et les zones côtières. Au nord, les forces rebelles prennent le pouvoir et réclament une meilleure représentation des populations du nord, souvent marginalisées politiquement. Entre les deux, des violences, des massacres, des milliers de morts et un climat de peur permanente. La guerre ne se joue pas seulement sur le terrain militaire. Elle divise les familles, les quartiers, les villages. Même dans le football, les tensions sont palpables. Kolo Touré se souvient. On avait des amis, des coéquipiers qui venaient du nord et d'autres du sud. Mais dès qu'ils rentraient chez eux, ils se retrouvaient dans deux mondes opposés. C'était comme si on n'était plus du même pays. Dans les stades, les tensions explosent parfois. Mais paradoxalement, le football est aussi le dernier pont entre les deux camps. Lorsque les éléphants jouent, il n'y a plus de nord, plus de sud, seulement la Côte d'Ivoire. Didier Drogba et Kolo Touré le sentent. Ils savent que leur génération a une responsabilité. Leur succès dépasse le cadre du sport. Ils ne veulent pas juste gagner des matchs, ils veulent ramener la paix. Mais comment transformer cette influence en un véritable message d'unité? Une opportunité historique va se présenter et elle va tout changer. La Côte d'Ivoire vient de réussir l'impensable. Après des années d'échecs, elle se qualifie pour la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Un exploit. Dans le vestiaire, l'euphorie est totale. Didier Drogba est porté en triomphe, Kolo Touré danse avec ses coéquipiers, des bouteilles de champagne explosent. Ce moment, ils l'ont attendu toute leur vie. Mais alors que la fête bat son plein, Drogba demande au caméraman de s'approcher. L'ambiance s'arrête net. Il s'avance, s'agenouille et prend la parole. Ivoiriens, Ivoiriennes. Aujourd'hui, nous avons prouvé que toute la Côte d'Ivoire peut vivre ensemble, jouer ensemble, poursuivre un même rêve. Nous vous supplions, déposez les armes, oublions nos différences et construisons ensemble. Dans le vestiaire, silence total. Tout le monde réalise l'importance de ce qui vient d'être dit. Ce n'est plus qu'un footballeur qui parle. C'est une voix capable de rassembler un pays entier. En Côte d'Ivoire, l'effet est immédiat. La vidéo tourne en boucle sur toutes les chaînes. Des quartiers rebelles aux rues d'Abidjan. Tout le monde l'écoute. Les journaux titrent « Drogba supplie la Côte d'Ivoire d'arrêter la guerre ». Même les chefs de guerre réagissent. Quelques jours plus tard, certains expriment publiquement leur soutien à ce message. Pour la première fois en 3 ans, la possibilité d'un dialogue apparaît. Mais un discours ne suffit pas à ramener la paix. Drogba et Kolo Touré le savent. S'ils veulent vraiment marquer l'histoire, ils doivent aller plus loin. Et 2 ans plus tard, ils vont prendre une décision encore plus folle. Jouer un match en plein cœur de la zone rebelle. Depuis 5 ans, Bouaké est le bastion des rebelles. Aucun représentant du gouvernement n'y met les pieds. C'est une ville coupée du reste du pays, symbole vivant de la division ivoirienne. Et pourtant, en juin 2007, une annonce fait l'effet d'un séisme. L'équipe nationale de la Côte d'Ivoire va jouer un match, un événement impensable. Kolo Touré se souvient. Beaucoup nous ont dit que c'était trop risqué, que ce match ne devait pas avoir lieu. Mais on savait que si on voulait vraiment faire bouger les choses, il fallait frapper fort. Didier Drogba, lui, veut aller encore plus loin. Il exige que ce soit un match officiel, pas un simple match amical. Il veut que la Côte d'Ivoire joue une rencontre de qualification devant un public où rebelles et loyalistes seraient assis côte à côte.
Le jour du match, l'image est historique. Les tribunes sont pleines, des dizaines de milliers de personnes, toutes origines dans un même stade, dans une ville où quelques mois plus tôt, des affrontements faisaient encore rage. Les joueurs entrent sur le terrain. Drogba s'avance au centre du stade, prend le micro et lâche une phrase qui restera gravée dans l'histoire. Aujourd'hui, il n'y a plus de nord, il n'y a plus de sud, il y a une seule Côte d'Ivoire. Les cris du public couvrent sa voix. Les images tournent en boucle dans tout le pays. Ce soir-là, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire ne joue pas qu'un match. Elle offre une belle preuve visible que l'unité est possible. Après ce match, quelque chose change. Quelques semaines plus tard, les négociations de paix reprennent. En mars 2007, un accord est signé entre les factions en guerre. Le football venait de faire ce que la politique seule n'avait jamais réussi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car même après la fin officielle de la guerre, Drogba et Kolo Touré vont continuer à marquer la Côte d'Ivoire bien au-delà du terrain. Le match de Bouaké n'a pas seulement été un événement symbolique, il a marqué le début d'un engagement qui dépasse même le football. Drogba et Kolo Touré ont compris que leur influence pouvait aller bien au-delà des terrains. Drogba, déjà adulé pour ses exploits en club et en sélection, devient une véritable figure politique sans même être un homme politique. Il multiplie les rencontres avec les leaders africains, s'engage dans des causes humanitaires et crée la fondation Didier Drogba qui finance des hôpitaux, des écoles en Côte d'Ivoire. En 2010, alors que la Côte d'Ivoire replonge dans une crise post-électorale, il est l'un des seuls à pouvoir parler aux deux camps. Il tente à plusieurs reprises de calmer les tensions, preuve que son rôle dépasse largement celui d'un simple sportif. Kolo Touré, lui, choisit un autre chemin. Après sa carrière, il revient en Côte d'Ivoire pour former les futures générations, non seulement en tant qu'entraîneur, mais aussi comme modèle de discipline et de persévérance. Aujourd'hui encore, leur nom est synonyme d'unité. Leur génération a montré que le football peut être plus qu'un jeu, plus qu'un business, il peut être une arme pour la paix. Alors, est-ce que le sport peut encore jouer un rôle aujourd'hui? Peut-il être un outil de réconciliation dans d'autres conflits? Dites-le en commentaire et surtout, abonnez-vous pour d'autres histoires qui ont changé l'histoire de l'Afrique.